Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Parfois ils manquent, parfois ils sont trop chers. Je parle évidemment des médicaments. Depuis la crise sanitaire de 2020, la France découvre sa dépendance envers certains médicaments, mais aussi envers une industrie pharmaceutique de plus en plus puissante et de plus en plus financiarisée. Alors, comment éviter les pénuries? Comment baisser les prix? Eh bien, des réponses avec mon invitée, Gaëlle Krikorian, chercheuse, sociologue. Elle vient de publier aux éditions Erol un ouvrage coécrit avec Médecins du Monde intitulé « Big Bad Pharma, ça suffit, changer l'économie du médicament pour mieux soigner ». Bonjour Gaëlle Krikorian. Alors, je précise juste que vous entrez au conseil d'administration de Médecins du Monde qui a coécrit le livre. Évidemment, je parle de la crise de 2020 sanitaire, mais en fait, les pénuries datent d'avant. Oui, alors les pénuries, oui, c'est un phénomène en fait qui est croissant depuis 15-20 ans, partout dans le monde, donc en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, et qui devient critique depuis quelques années. Donc coup de projecteur pendant la pandémie, mais en fait, ça ne fait que s'accroître depuis. Sur toutes les classes de médicaments? Même Oui, sur les antibiotiques, sur les antidouleurs, sur des produits de réanimation, sur sur toutes les classes de médicaments. Et ça même concerne... sur tétaspirine, on a des... Ah bah oui, Doliprane, antidouleur, en version pour les enfants, en version pour les adultes. Oui, on a des problèmes avec globalement de très nombreux vieux médicaments qui peuvent être extrêmement efficaces du point de vue de la santé publique, comme la pénicilline, mais par contre qui n'intéressent plus l'outil industriel parce qu'il y a des médicaments sur lesquels on peut avoir des profits beaucoup plus élevés. Donc du coup, on voit là, une espèce de déportation en fait, de la capacité de production vers ces médicaments nouveaux, qui ne sont pas forcément équivalents ou qui peuvent n'avoir rien à voir avec les anciens. Donc on se retrouve en pénurie avec plein de médicaments extrêmement utiles. On pensait que c'était un problème plutôt des pays du Sud, quoi. Alors, on a pu penser ça, oui. Et c'était une erreur. Non, je pense que c'est un problème de modèle. Ouais. C'est un problème de modèle économique et politique. Donc, ça touche les pays riches. Ça touche beaucoup les pays riches. En fait, aux États-Unis, par exemple, l'agence de santé a commencé à travailler là-dessus en 2000, sur les pénuries, en se disant on va avoir des problèmes. Ouais. Donc, en fait, la tendance, elle date d'il y a très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un problème critique partout dans le monde. Bon, c'est quoi le problème? Parce que, après tout, s'il y a une demande, pourquoi il n'y a pas l'offre? Alors, le problème, c'est que dans cette économie du médicament, il ne suffit pas de vendre, on ne se contente pas de pouvoir vendre, on veut des niveaux de profit très élevés. Donc, ce qu'on ne peut pas forcément avoir avec des vieux médicaments où il n'y a pas de monopole, donc en théorie, n'importe qui peut le produire, donc ça veut dire que ça va tirer les prix plus ou moins vers le bas, mais donc on ne sera pas sur des marges de 15, 20, 30, 40%. Donc on ne les produit plus ? Eh bien non, on ne les produit plus. C'est-à-dire qu'il y a la conjonction de deux phénomènes. Il y a aussi le phénomène de globalisation et de concentration de la capacité de production. On s'est organisé pour avoir quelques usines dans le monde qui faisaient les médicaments. Donc il suffit qu'une ou deux usines arrêtent et puis en fait on n'a plus assez pour satisfaire la demande. Et le gros de l'appareil productif, il s'oriente vers autre chose. D'autres produits qui peuvent être utiles aussi, qui parfois ne le sont pas nécessairement, mais en tout cas qui rapportent beaucoup plus. Voilà. Ouais. Pourtant, il me semblait que les différentes lois qui ont été votées ces dernières années obligent les producteurs, donc l'industrie pharma, à stocker. Oui, alors le problème des stocks, je pense, ça ne résoudra jamais la difficulté. D'abord, on a du mal à ce qu'ils s'y tiennent. Donc, ils n'arrivent même pas à stocker ce qu'on leur demande, ce que la loi leur demande. Non, et puis en plus, c'est très difficile de compter que sur le stock. En fait, il faut avoir une vraie capacité en temps réel de s'organiser. Ça veut dire, en gros, que sur tous les continents du monde, il faut qu'on ait des capacités pour les médicaments les plus essentiels. Compter sur 3 sites dans le monde, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Cette logique de concentration et de flux tendu, ça ne marche pas. Donc, en gros, il faut qu'on ait des capacités sur les médicaments essentiels sur tous les continents. Donc, ça veut dire s'appuyer sur des petites et moyennes entreprises qui sont capables de faire ça, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, en fait. Bon, plutôt une concentration en Asie, hein ? Oui. Donc, il faudrait relocaliser en Europe, mais aussi localiser
en Afrique et en Amérique du Sud. Oui, je pense que la bonne échelle, c'est une échelle régionale, sous-continentale. Donc peut-être l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Voilà, penser en termes de région, la région Europe, ça a complètement du sens. Et par rapport à la nature de cette industrie et par rapport aux besoins de santé publique. Alors vous révélez également dans cet ouvrage des prix exorbitants de médicaments. Ça va jusqu'à, pour une seule dose, 3,4 millions de dollars pour un seul médicament. Oui, alors ça, c'est l'autre face de la même pièce, j'ai envie de dire. C'est les deux problèmes qu'on a aux deux bouts du spectre, les vieux médicaments qui ne sont plus là et les nouveaux médicaments qui sont de plus en plus hors de portée, y compris des pays très riches. 3,4 millions la dose, c'est sûr que... Voilà. Donc en fait, ce à quoi on assiste dans les pays riches, c'est en fait une classe moyenne ou des systèmes de couverture médicale qui ne sont plus capables de suivre. Donc ça veut dire que du rationnement se met en place et tout le monde n'aura plus accès aux médicaments. C'est ça la réalité aujourd'hui, y compris dans les économies les plus riches du monde. Mais ces prix-là, ils sont justifiés par la recherche qui a été mise en place pour trouver ces médicaments. Bon, c'est sur des maladies rares, l'hémophilie par exemple, etc. Oui, alors ces prix-là, ils sont justifiés par la recherche de marges très très élevées. Donc, quand on regarde les chiffres des multinationales, on se rend compte qu'on est dans des niveaux de profit très très importants. Donc, ça explique ce niveau de prix-là. La logique de spéculation, en fait, qui est au cœur de ce système, explique aussi en fait qu'on soit dans cette espèce de fuite en avant des prix des médicaments. Après, il faut faire la différence entre des entreprises multinationales qui veulent ce type de marge et puis des chercheurs, notamment dans le public ou ailleurs, qui font de la recherche ou des entreprises qui développent, qui fabriquent et qui ne sont pas forcément à la recherche de ce niveau de rentabilité-là. Vous dénoncez la financiarisation de l'industrie pharma. Oui, tout à fait. Et le fait, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que ces logiques spéculatives dans la santé, en fait, ça contrevient directement à l'objectif d'accès universel. Donc, il faut qu'on fasse un choix. Et ce qu'on essaie de défendre avec ce livre, c'est qu'on peut avoir d'autres modèles économiques que celui-là pour la santé, c'est-à-dire revenir dans une économie plus réelle, en prenant en compte les vrais coûts, les vraies dépenses, les vrais investissements du privé, mais aussi beaucoup du public, parce qu'il y a énormément d'argent public aussi qui va dans la recherche, et dans tous les pays, enfin presque tous les pays du monde, donc mis bout à bout, c'est des sommes colossales. Donc prendre ça en compte pour penser cette économie, assurer qu'on ait les moyens de faire la recherche, le développement, la production, la distribution, mais aussi qu'on prenne en compte en fait la nécessité de l'accès aux produits de santé pour les personnes. Ce que vous montrez aussi dans ce livre, c'est que les grands laboratoires, AstraZeneca et autres, etc., ils ont terminé l'idée de créer eux-mêmes les médicaments. Et ce qui les intéresse plutôt, c'est d'aller chercher les biotech, de les racheter et de commercialiser. Il n'y a plus de recherche. Oui, ça c'est ce fonctionnement-là en fait où on a une poignée de gros acteurs économiques qui contrôlent tout l'écosystème et qui font travailler les autres. Donc ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait on pourrait travailler directement avec ceux qui font la recherche, la production, les essais cliniques et dans des conditions beaucoup plus favorables à l'intérêt général que les règles qu'essayent d'imposer les multinationales. Là, ce que vous voulez très clairement, c'est sortir du marché l'industrie pharmaceutique. Non, on veut sortir de la relation unilatérale avec les multinationales parce qu'on pense que la façon dont elles imposent des lois, des règles et des fonctionnements déroge complètement à l'objectif de santé publique et d'accès universel, mais qu'on peut travailler avec d'autres acteurs, y compris industriels, petites, moyennes entreprises qui existent sur tous les continents pour faire les médicaments dont on a besoin. Mais vous dites dans ce livre, vous écrivez dans ce livre que vous voulez faire du médicament un bien commun. Ça veut dire le sortir du marché, un bien commun. Alors, le bien commun et la logique des biens communs, elle a ça de très intéressant, c'est qu'en fait, elle peut tout à fait travailler avec des acteurs qui sont dans le marché, mais pas seulement. Donc, ce qu'on propose, c'est la mise en place, par exemple, en Europe, d'un réseau qui allierait, en fait, des acteurs industriels, PME, des acteurs du public, pourquoi pas des acteurs coopératifs dans certains cas, pour se concentrer sur la production donc des médicaments et des vaccins dont on a besoin. Est-ce que ça existe déjà ou pas? Ou c'est à construire de A à Z?
Ce qui existe, c'est la capacité de beaucoup de ces entreprises. Comme je disais tout à l'heure, elles travaillent pour les multinationales, mais elles peuvent travailler dans d'autres contextes, en fait. Et on voit bien qu'on a beaucoup d'entreprises sur tous les continents, en fait, qui font du médicament, qui souvent sont dans des situations de fragilité, de dépendance des gros acteurs économiques. Et donc, ce qu'on propose, en fait, c'est d'identifier ces acteurs, de travailler avec eux. En France, il y en a des centaines, par exemple, et c'est juste l'exemple de la France. Mais est-ce qu'elles sont capables de produire de la recherche ? Parce que là, c'est un argument fort de la part des Big Pharma, c'est qu'ils investissent des milliards dans la recherche. Alors, je pense que ça serait important qu'ils soient très, très transparents sur leurs chiffres, que le public soit aussi très transparent sur les chiffres de l'argent public qui sont investis pour soutenir la recherche. La recherche, elle se fait d'abord au niveau fondamental dans le secteur public. Elle se fait par ailleurs beaucoup dans des biotech, mais les biotech, c'est des PME. Les biotech, ce ne sont pas les multinationales. Donc, c'est ce qu'on propose, en fait, c'est de prendre l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés et choisir avec qui on travaille, mais aussi changer les règles, c'est-à-dire les règles de transparence, les règles de conditionnement de l'utilisation des ressources publiques, parce qu'on voit bien que ce soit au nord comme au sud, on ne peut plus, en fait, se contenter de laisser filer les prix et se contenter, en fait, de laisser une poignée d'acteurs, de très gros acteurs économiques à la commande des politiques du médicament. Merci beaucoup Gaëlle Krikorian pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.